Didier, vous continuez tous les deux sur le développement social avec Annick Gentil. Là aussi, c'est à la fois l'expérience pratique, la réflexion que nous menons à l'audace sur le développement social, comme finalement fer de lance de la protection de l'enfance. Oui, merci Jean-Louis. Et effectivement, ce que je vous propose, c'est quelques pistes au fond sur développement social et protection de l'enfance. Sont-ils compatibles? Alors, dans mon propos, c'est d'abord certainement une question de finalité. C'est aussi une question, et ça a été d'ailleurs évoqué dans la table ronde immédiatement sur l'école, de conception de l'action publique. Et c'est aussi un problème à résoudre. Alors, question de finalité, finalement, la protection de l'enfance est-elle seulement l'affaire des professionnels et des spécialistes de ce domaine? Et là, je crois que depuis le début de l'après-midi, on a répondu assez largement que, notamment en transposant ce proverbe africain qui le dit autrement, qui pose autrement cette question, il faut tout un village, tout un quartier, toute une ville, si on le transpose dans notre réalité géographique et humaine, pour éduquer un enfant. C'est un enjeu bien sûr majeur, et quand on écoute le récit qui a été fait par Alain Grevaux de la vie de Marina, et quand on lit le rapport que Alain a produit, on est quand même surpris, et d'abord surpris, sur le rôle qu'a pu jouer, qui est une vraie énigme, les voisins, la famille. Et surtout, que la famille de Marina avec Marina n'ont pas vécu dans l'anonymat des grandes villes et des métropoles. Ils étaient dans des petites villes, voire des villages. Et c'est une preuve de plus, s'il en faut, que des conséquences de la prégnance de l'individualisme dans notre société. Si on observe l'évolution sous un angle plus anthropologique de notre société, une évolution inédite par son ampleur et par sa rapidité, on voit que, en l'espace de 50 ans, pour faire très vite, et je ne rentrerai pas dans les détails, ont été complètement bouleversés le rapport au travail, le rapport aux âges, Jean-Louis l'a évoqué précisément dans son propos, le rapport à la famille, on devrait dire aux familles maintenant, le rapport à l'instruction, le rapport à l'environnement et dans le mode de vie. Aujourd'hui, parler du rural, est-ce qu'il existe encore du rural en France? On est dans du urbain. Et également le rapport au monde, là aussi, avec les moyens de communication extraordinaires. Mais la crise structurelle dans laquelle nous sommes, nous faisons que commencer de nous engager, qui touche à la fois la dimension économique, la dimension environnementale, la dimension sociale, révèle notre vulnérabilité dans 3 dimensions. Bien sûr, la dimension économique, mais qui touche plus seulement les marginaux, qui touche tout, la communauté humaine, notre communauté humaine, mais également la dimension relationnelle, entendez la perte de liens sociaux, et la dimension identitaire, entendez la perte de repères collectifs. Et ces transformations viennent percuter le champ qui nous intéresse, sachant que l'éducation, dans tout ce mouvement-là que j'ai évoqué très brièvement, a été complètement renvoyée à la sphère privée, et que là on a une difficulté. D'autant que le travail qu'on a pu conduire pendant 15 ans à l'audace sur l'analyse des signalements d'enfants en danger montrait que le danger, pour plus des 2/3 des enfants concernés, était davantage sur le terrain de la déstabilisation des parents, le petit tiers, 20%, étant du domaine de la maltraitance. Et que quand on voit cela, bien entendu, on comprend qu'il y a un enjeu fondamental, comme l'a rappelé Nicole Dreyer tout à l'heure, non pas en termes de prévention, mais en termes de prévenance, c'est-à-dire comment est-ce que l'ensemble des politiques publiques se saisissent de cette question de l'enfance. Se saisissent de cette question de l'enfance, non pas pour se l'approprier,
mais pour travailler ensemble, se préoccuper ensemble, construire ensemble des repères et du lien. Au fond, c'est bien là aussi un enjeu majeur pour les acteurs locaux. D'où le deuxième point de mon propos, qui est, au fond, le développement social, c'est une transformation de l'action publique. Je veux faire un détour par une étude de l'UNICEF de 2007 sur le bien-être des enfants et des adolescents dans 21 pays dits riches. Et cette étude, elle cherchait à comprendre les effets de l'inégalité sur le devenir des enfants et des adolescents. Et c'est tout à fait intéressant de voir que, d'une part, le PIB par habitant n'est pas corrélé avec le bien-être des enfants et des adolescents. Par exemple, cette étude montre que les enfants hongrois ont un bien-être bien supérieur aux enfants autrichiens. Cette étude, elle montre aussi que ces inégalités qui peuvent bloquer toute perspective de changement, toute perspective d'avenir, entre guillemets, des enfants, peut être contrebalancée par deux éléments fondamentaux. Le développement de la capacité à coopérer à l'école et la qualité du dialogue dans la famille. Et là, on voit bien l'enjeu de développer des coopérations, c'est-à-dire de développer ce qui rassemble davantage que ce qui divise. Et le développement social a cette ambition-là. Elle a cette ambition dans une approche territorialisée des problématiques avec les habitants, dont les plus fragiles, de pouvoir approcher autrement l'ensemble des politiques publiques, avec comme finalité le développement du lien social qui s'entretient, se provoque, ça ne se décrète pas. Et ça passe bien entendu par le lien entre les acteurs et aussi le lien entre les politiques locales publiques. Mais aussi, ça repose sur des valeurs partagées. C'est bien entendu penser que la coopération est une valeur majeure pour faire avancer la qualité de la vie sociale et la qualité de l'action. C'est aussi la question du pouvoir d'agir, de la capacité de chacun, aussi en difficulté soit-il, mais aussi ce que nos cousins québécois appellent les capabilités. C'est également, et ça a été dit, mais je le redis, un enjeu de confiance. Et on pourrait dire, pour citer en le paraphrasant Saul Katz, c'est passer de faire le parent à être parent. Et on voit bien que là, il y a un changement de regard, un travail sur les représentations vis-à-vis, bien entendu, des familles, mais également les représentations que l'on peut avoir vis-à-vis des acteurs sur le territoire. Vous savez, dans le cadre notamment de la recherche-action qu'a évoqué Jean-Louis, avec 18 départements, qu'on a intitulé « Territorialisation et cohésion sociale », qui est au cœur de ces sujets-là, moi je suis à chaque fois frappé, quand je me déplace dans les territoires, de voir que quand des acteurs se réunissent, eh bien, il y en a qui se découvrent, alors qu'ils sont voisins. Et c'est aussi un changement de posture pour passer d'une relation de vis-à-vis à une relation de côte à côte, de posture pour ne plus être dans la posture d'apporter, mais d'être dans celle de susciter et de soutenir. C'est une éthique, bien entendu, qui ne concerne pas seulement l'amont de la protection de l'enfance, mais qui concerne aussi la protection de l'enfance en elle-même. C'est bien sûr autour de la question de la prévention. Et on peut dire notre inquiétude face à la diminution des marges de manœuvre des départements en matière financière, de voir que les premières économies, effectivement les plus faciles, mais qu'on va payer très cher, sont dans ce domaine-là. C'est aussi une autre approche pour mobiliser l'environnement familial et l'environnement social, si nécessaire pour rechercher des solutions, j'allais dire ponctuelles, voire durables. Mais c'est aussi
la nécessité de réinterroger les réponses actuelles dans une logique qui est au fond comment les services, comment les établissements peuvent être ressources pour l'environnement et sont ressources de l'environnement. C'est toute une nouvelle approche. Vous ne serez pas surpris que j'évoque aussi la question de l'observation comme connaissance large, au-delà des dispositifs, mais également levier de mobilisation des acteurs. Mais c'est une transformation de l'action qui se heurte à un problème, qui est la question qu'a soulevée tout à l'heure d'ailleurs Alain Grevaux, qui est la question de la contrainte. Effectivement, une logique de développement social, ce n'est pas la potion magique de la protection de l'enfance. Soyons réalistes. Mais je voudrais évoquer ce que nous ont dit des ethnologues africains il y a bien longtemps, 1988, ils étaient venus observer notre dispositif de protection sociale et d'intervention sociale au moment de la mise en œuvre du RMI. C'était une mission qu'ils ont exercée à la demande de la Fondation pour le progrès de l'homme. Et ils ont soulevé et eu un rapport d'étonnement sur 2 points notamment. Premier point, ils ont été complètement surpris de voir comment les habitants pouvaient se dessaisir de solidarité naturelle au profit, alors eux ils ont appelé ça des associations, mais au profit des acteurs publics, peu importe qu'ils soient administration ou association. Et puis, leur deuxième surprise, c'était de dire, mais finalement, le travail social et médico-social, quelle est sa vocation? Est-ce que c'est de répondre aux problèmes ou est-ce que c'est de pouvoir susciter et soutenir des initiatives? Par hypothèse, cette approche aura des effets sur la majorité des situations. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure quand je rappelais l'enseignement de 15 ans d'observation des signalements d'enfants en danger. Mais il peut arriver, et vous le savez, et nous le savons, qu'il y a des collaborations impossibles ou inefficaces. L'action contrainte pour l'ingérence des pouvoirs publics dans l'espace familial soit efficace, il faut parfois utiliser la contrainte. Et ça, c'est une nécessité qui ne recoupe pas nécessairement le partage des rôles entre l'administratif et le judiciaire. Je vous renvoie sur ce que disait Alain Grevaux tout à l'heure. Et ça pose la question, bien sûr, de la formation. Probablement aussi de la question de la spécialisation. Au fond, afin que l'approche autoritaire nécessaire soit de l'ordre de l'exception et traitée comme telle, mais ne vienne pas polluer le travail dans la majorité des situations. Et puis c'est sans doute, mais ça je vous laisse y réfléchir, une question à résoudre dans les organisations. Je vous remercie de votre attention. Alors là, nous allons avoir Annick Gentil qui va nous parler d'une expérience justement vécue sur le terrain. Ce que Didier n'a pas voulu faire pour préserver justement l'atelier du vivre ensemble, c'est entrer un petit peu dans la mise en œuvre très concrète du développement social. Peut-on, dans cette période de pénurie de moyens, continuer néanmoins à croire à la multiplication d'une approche collective, d'actions collectives qui vont probablement finir par mobiliser tout un territoire? Nous le pensons réellement, malgré les difficultés, parce que l'expérience, la recherche-action avec les 18 départements laisse quand même penser. Tu ne l'as pas dit, peut-être Didier, c'est la seule chose, mais c'est peut-être Mme Gentil qui le dira, qu'on est quand même plein d'espoir. Et je voudrais quand même dire une dernière chose, c'est que par exemple, les expériences de Savoie auxquelles j'ai fait référence, parce que pour nous, Bervillers, c'est du développement social. Le développement social a besoin des professionnels que vous êtes. Sans vous, on ne comprend pas ce qu'est effectivement la détresse, la problématique, je dirais, sur laquelle il faut effectivement porter nos efforts. On a besoin de vous pour ranimer les terrains. Mais c'est vrai qu'une action décidée avec le concours des professionnels, ou parfois sans le concours des professionnels, mais qui change tout un quartier, qui change tout un village, c'est pour nous du développement social. Or, la grande question que se posaient les élus d'Alsace, ce n'était pas un problème de moyens, c'était un problème
je dirais, d'encouragement. Personne ne les encourageait. Personne. Les médias ne parlaient pas du tout de ce qu'ils étaient en train de faire, qui était pourtant exemplaire. Comme quoi, si vous voulez, pour revenir quand même au développement social, c'est pas une affaire de moyens. C'est d'abord et avant tout une affaire, je dirais, culturelle. Madame Gentil, essayez de nous le démontrer. Oui, et peut-être pour aller dans le sens de ce que tu disais, Jean-Louis, peut-être une anecdote pour laisser la parole à Annick Gentil. Quand nous avons été rencontrer un certain nombre de professionnels au titre de la recherche-action, ma plus proche collaboratrice sur la recherche-action a dit « J'ai rencontré des travailleurs sociaux heureux ». Annick Gentil. Il y en a un certain nombre dans la salle. J'espère qu'ils ne vont pas démentir ce que vous avez pu entendre dans votre venue sur le Pas-de-Calais. Oui. Je vais essayer d'être synthétique parce que moi aussi, je suis le foot et comme vous, j'ai envie de finir à 18h. Voilà. Donc, juste pour rappeler... Juste faire un peu d'histoire et vous rappeler un petit peu ce qui a été engagé sur le département du Pas-de-Calais, notamment sous l'impulsion et la volonté des élus en 2006, avec une volonté de territorialisation de l'ensemble des services et une volonté de contractualiser avec l'ensemble des EPCI du département. La territorialisation a permis, au travers de 3 maisons sur 9 territoires, de développer une animation et une coordination de l'ensemble des réseaux des partenaires. Le département s'engage là alors dans un rôle de chef de file, auquel on préfère dire assembleur, sur le département du Pas-de-Calais et qui s'inscrit pleinement dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Face à cela, face à l'augmentation de la demande sociale, à la complexité des situations, mais aussi à la nécessaire maîtrise, on l'a dit tout à l'heure, de l'évolution des dépenses, nous nous trouvions confrontés à relever 5 défis. Le premier, d'accompagner à l'autonomie des personnes en difficulté dans le cadre d'une approche globale. Le deuxième, de décloisonner les politiques sociales en apportant des réponses au plus près des personnes et donc sur le territoire de vie de la population, en décloisonnant les politiques notamment de culture, de sport, de transport, et aussi en activant les solidarités d'engagement. Il nous fallait prévenir les ruptures des parcours des plus fragiles, notamment en développant un accueil de qualité et de proximité, en simplifiant l'action au dispositif et en mutualisant l'ensemble des expertises, qu'elles soient à l'interne du Conseil général ou à l'externe avec les partenaires. Il nous fallait également intensifier et diversifier les formes d'expression et de participation des citoyens à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des réponses. Enfin, pour réussir à faire tout cela, il nous fallait aussi soutenir la nécessaire évolution des pratiques et des parcours des professionnels, professionnels tout confondus, j'entends professionnels et cadres de l'institution. En 2008, sur le territoire, nous avons mené donc une réflexion au travers des missions, c'est comment réussir à mener nos missions, sachant que, comme partout, on a demandé des créations de postes, comme partout, on a dit on ne peut pas faire, comme partout, on a dit on n'y arrivera pas, comme partout, on a dit on ne peut plus trouver de solution. Et on s'est tous mis avec les professionnels autour de la table en réfléchissant sur les missions, en disant mais de quoi on a besoin pour répondre aux usagers et à la population qui est en demande. On est donc parti sur des... alors je vous passe les réflexions, ça a duré 1 an, donc si on veut finir, je vais vous passer toutes les réflexions de l'année, je vais aller directement aux conclusions de nos travaux. On est parti donc sur des principes organisationnels autour d'une désectorisation. Vous savez, là où on disait t'as la rue avec les numéros pairs, moi j'ai la même rue mais avec les numéros impairs, ou alors ça s'arrête au 168, moi je prends le 170, il y avait un 168 bis qui le prend, on ne sait plus. Donc on a complètement désectorisé au profit d'espaces d'intervention et de proximité,
avec des équipes pluridisciplinaires sur ces micro-territoires. Donc ces micro-territoires qui constituent à peu près une population de 20 à 30 000 habitants selon les micro-territoires et qui correspondent à des espaces de vie des habitants. Ça nous a permis aussi d'effectuer des diagnostics partagés, d'avoir des évaluations de besoins et des projets à mettre en œuvre au travers de ces micro-territoires. On a aussi impliqué les professionnels administratifs dans le traitement des demandes d'accès aux droits. Les travailleurs sociaux sont alors plus facilement recentrés sur leur propre mission, laissant aux administratifs un premier traitement des demandes d'accès. On a vraiment réfléchi sur la notion d'accompagnement pour pouvoir avoir des accompagnements structurés autour d'un véritable projet global, négocié avec les familles et coordonné par un référent famille. Il peut être seul, comme il ne peut ne pas être seul et avoir plusieurs intervenants auprès de la famille. Cet accompagnement permet une prise en compte des compétences des usagers et les usagers sont non pas au centre des dispositifs comme on a une tendance à le dire, mais on s'emploie à essayer de faire en sorte qu'ils soient autour de la table avec nous pour pouvoir accompagner son projet. Et enfin, on a engagé une démarche de formalisation de l'implication des partenaires de proximité pour l'accueil et l'orientation des publics. Et quand je dis public, c'est tout public. Alors, on est sur la protection de l'enfance, donc forcément, on va s'attarder plus sur les publics protection de l'enfance, mais on l'a fait aussi pour les personnes âgées, on l'a fait aussi pour les personnes, en tout cas en perte d'autonomie, qu'elles soient âgées ou handicapées. Ça a permis en tout cas, au travers de ce projet, parce que je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, ça a permis en tout cas une meilleure prise en compte des compétences des habitants. L'accompagnement contractualisé ou formalisé cherche à rendre l'usager acteur de son projet, à le mettre autour de la table. Il se centre sur les compétences de l'usager et cherche à inscrire une dynamique qui va bien au-delà du simple droit. La notion de responsabilité prend alors tout son sens. Cela nécessite effectivement de rééquilibrer les responsabilités respectives à la fois des travailleurs sociaux, des partenaires et de l'usager lui-même, et pose alors la question de la place de chacun. Alors tout à l'heure, on a utilisé plusieurs termes. Ce qui est certain, c'est que ça a permis une évolution des pratiques. On a dit changement de regard, changement de pratique. Moi, j'ajouterais changement de posture. Et je vous prendrai juste un exemple, parce qu'il y en a beaucoup sur le territoire. Moi, j'ai vu se développer au cours des 3 dernières années un nombre de projets à la fois d'actions collectives qui sont venus alimenter du développement social ou des actions de DST sur le territoire, ce que je n'avais pas vu les 3 années auparavant. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment... quand on s'interroge, quand on cherche à simplifier, quand on s'interroge réellement sur nos missions, quand on fait preuve de bon sens et que l'on accepte parfois de prendre, on a parlé tout à l'heure de prendre des risques, quand on accepte parfois de prendre des risques, ils sont mesurés, certes, mais il faut savoir les prendre, parce que ça permet vraiment à la fois aux usagers de reprendre leur place et leur place de citoyen, simplement. Ça permet aux professionnels de se sentir acteurs. Ça leur permet aussi alors je l'ai dit il n'y a pas longtemps, puisque j'étais dans l'Essonne il y a quelques jours par rapport au DST, et on a simplement utilisé le mot plaisir. Alors moi j'ai entendu apprivoiser, amour. Bon, moi j'ai envie de dire, les professionnels se font plaisir au travers de la mise en place de certaines actions, parce que ça répond vraiment aux attentes des populations et qu'ils voient les bénéfices et les résultats de ces actions-là. Juste
une action concrète qui permet vraiment de montrer à quel point les professionnels s'engagent dans la dynamique qui est menée sur le territoire, et parce qu'il y a une dynamique départementale, c'est qu'on a un pacte jeunesse qui est départemental et que l'on est amené à territorialiser sur l'ensemble des 9 territoires du département du Pas-de-Calais. Nous avons mené une opération parrainage dans ce cadre-là, où nous étions partis avec l'idée 100 jours 100% gagnants pour la jeunesse, en se disant que les parrainages nous permettraient peut-être de voir aboutir des situations. Nous l'avons fait, ces parrainages, sur toutes les thématiques de l'emploi, de la citoyenneté, du logement, de la santé. Et on s'est rendu compte que nous avons actuellement 72 parcours positifs auprès des jeunes du territoire, sachant que parmi eux, nos professionnels ont accepté de jouer le jeu, non pas d'être professionnels, mais d'être parrains de jeunes qu'ils connaissaient. Et les contrats jeunes majeurs qui étaient en cours dans le cadre d'un accompagnement de référents se sont vus s'éteindre, se sont vus se clôturer, parce que le parrainage ayant changé aussi et la posture du jeune et la posture du professionnel qui s'est autorisé à faire certaines choses, a permis à des jeunes de sortir des dispositifs jeunes majeurs. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais quand la professionnelle m'a dit un jour on arrête le contrat jeune majeur, je ne savais pas que j'aurais pu faire ça et je ne m'autorisais pas en tant que professionnelle. Alors moi, si j'ai un message à vous passer, professionnel, autorisez-vous, faites preuve de bon sens, allez-y, foncez, ayez confiance en vous et aux personnes qui sont avec vous, que ce soit dans vos encadrants, que ce soit dans votre institution, que ce soit dans vos élus. Et puis, faites-vous plaisir en travaillant. On est bon pour la Coupe du Monde, c'est vrai. Mais j'ai une question quand même à lui poser, parce que tout le monde veut être dans le concret, et on a raison de vouloir l'être. Comment se fait-il que dans une période où la complexité s'amplifie, où les injonctions contradictoires sont nombreuses, où l'articulation entre les cadres verticaux et les acteurs territoriaux sont difficiles, où la coopération entre les acteurs n'est pas au mieux, comment peut-on réussir à faire néanmoins du développement social dans un tel contexte ? Parce que je pense qu'il faut aussi développer des relations de confiance avec l'ensemble des intervenants, parce qu'il faut accepter de prendre des risques. On a le droit de se tromper, mais il faut au moins essayer. Parce que j'ai la chance certainement d'avoir des professionnels de qualité sur le territoire qui acceptent aussi de tenter l'expérience et de suivre un petit peu ce qu'on peut leur donner comme orientation. Parce qu'on a des élus qui sont facilitateurs sur ce département, et parce qu'on a des directions du siège qui sont plus que facilitateurs dans la démarche et qui sont tout à fait favorables à ce changement de posture et changement de regard. Alors moi, j'en tirais une conclusion qui est importante. Vraiment, je vous demande d'y réfléchir. Quand je dis, si on prend l'expérience de Bervillers et des 50 villages alsaciens, villes alsaciennes, on peut se poser la question, pourquoi ce qu'on a fait dans 50 villes, on ne le ferait pas dans toute la France ? Et je me pose exactement la même question en vous écoutant. Pourquoi ce que l'on a fait chez vous, on ne le ferait pas dans toute la France ? Pourquoi on n'essayerait pas ? Pourquoi on ne sortirait pas, je dirais, de l'impasse dans laquelle nous sommes ? Et si vraiment on essayait ? Oui, Jean-Louis, et je voudrais aussi sortir d'une ambiguïté qui est souvent, quand on parle et qu'on évoque développement social, on pense « ah oui, mais c'est l'action collective ». Or, je crois qu'il faut cesser d'opposer l'intervention individuelle à l'action collective.
Il y a des interventions individuelles qui favorisent le développement. Il y a des actions collectives qui favorisent le développement. Mais il y a aussi des interventions individuelles qui enferment et il y a des actions collectives qui enferment. Et donc vraiment, c'est là où le développement social, c'est une éthique, c'est une démarche, comme l'a montré j'allais dire, de manière pragmatique Annick Gentil, c'est une démarche et c'est aussi un changement de chacun. Merci Madame Dreyer. Oui, juste une réponse. Je pense que c'est l'initiative citoyenne qui est importante. Parce que si vous prenez des exemples et vous voulez les généraliser, vous arrivez exactement dans la même situation où on donne des instructions qui viennent du national et on demande aux gens de l'appliquer. Je pense que ce qui est important, c'est que l'éducation, puisqu'on est parti de là, que l'éducation forme des citoyens capables d'autonomie et d'initiative, c'est ça l'enjeu. C'est l'enjeu et c'est dès la naissance, c'est l'accompagnement PMI, c'est l'accompagnement à l'école, c'est l'accompagnement, c'est vraiment de créer après des enfants qui sont bien dans leur tête, certes, mais dans leur corps, dans leur esprit, dans l'autonomie, et qu'après on ait des citoyens qui sont, pour les politiques, qui sont embêtants, qui ne marchent pas comme des moutons et qui prennent des initiatives. Mais je crois qu'il faut aussi croire à ça et qu'il y ait des originalités qui naissent par-ci, par-là, et on ne pourra pas le généraliser. Je connais bien les villages, puisque c'est chez moi, en Alsace, mais même en Alsace, vous ne pouvez pas le généraliser. C'est vraiment des noyaux où tu sens que c'est des gens qui sont pas égoïstes et puis qui ont envie de fraternité, comme vous le dites souvent, et qui ont envie de construire ensemble. Nous, les élus, je dis toujours, on n'est rien sans les citoyens. On peut soutenir, alors financer, ou bien permettre des rencontres, faciliter les choses, voilà. On peut faire ça, et c'est notre rôle, mais il faut que ça vienne des citoyens. Et je vous assure qu'on n'est pas encore prêt en France de supporter, et je dis bien de supporter, c'est-à-dire que ça fait encore peur. Et tant que ça nous fait peur, on n'aura pas envie que nos enfants deviennent comme ça, parce que si vous observez les jeunes enfants, quand il fait des bêtises, comme ils disent, c'est-à-dire quand il a une certaine autonomie, on est fier. Quand il fait des expériences tout petits, on est fier. Et puis brusquement, quand il est à l'école, et quand il est à l'école élémentaire, c'est encore pire, on lui demande de rentrer dans les rangs et puis d'être poli et de dire oui, etc. Eh bien, on détruit quelque chose de cette spontanéité de l'enfant, de cette envie d'expérimenter et de partager. Et je crois que c'est ça qu'on retrouve après dans les comités de citoyens, dans tout ce qui est conseil de quartier. Enfin, moi, je crois que c'est ça ce dont on a besoin, mais aussi pour la protection de l'enfance. Parce que si ça fonctionnait, eh bien, d'abord, les parents auraient plus de soutien, parce que les parents maltraitants, c'est quand même aussi des parents en souffrance. Je crois que je ne l'ai pas entendu dire cet après-midi, mais je crois que c'est vrai. Non, mais je crois que c'est vrai. Et la deuxième chose, c'est de croire dans l'initiative des citoyens, quel que soit le lieu où ils vivent. Et les professionnels, on est tous d'abord des citoyens. Et on l'oublie de temps en temps et on se cache derrière une casquette de professionnel. C'est bien. Merci.